elle nous confirme que ça répond à la question. Parfait. Bon, je pense qu'on est rendu à l'heure du dîner. Écoutez, on est pile à l'heure, fait que je remercie tous nos conférenciers d'avoir été aussi disciplinés. Je vous remercie infiniment. Donc, on prend une pause de 45 minutes pour les gens en ligne. Donc, on reprend à 13h30. Fait que c'est la pause repas. Merci. Donc, je vais vous parler de l'application en France, en fait, de la réglementation hygiène, et plus particulièrement donc, du paquet hygiène au niveau européen, pour les producteurs laitiers fermiers. Alors, le paquet hygiène, déjà, je veux représenter, en fait, ça date en fait de 2006 au niveau européen, donc avec l'idée d'avoir une politique harmonisée pour assurer la sécurité sanitaire au niveau de l'alimentation humaine et animale. Donc, dans l'objectif d'assurer un haut niveau de protection de la santé publique, de garantir la sécurité sanitaire des aliments en harmonisant en fait les systèmes de surveillance et de contrôle, de permettre aussi la libre circulation des produits. Et donc, ce dispositif, il est applicable depuis janvier 2006 pour tous les États membres et les pays tiers donc, qui souhaitent exporter vers l'Union européenne. Donc, le paquet hygiène, il vise à avoir une approche vraiment intégrée de toute la filière. Donc, on dit de la fourche à la fourchette, donc de la production primaire jusqu'au consommateur, avec la mise en avant vraiment de la responsabilisation des exploitants du secteur alimentaire, la séparation des instances d'évaluation et de gestion des risques. Et c'est notamment avec le paquet hygiène qu'a été mis en place l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Et l'objet aussi, c'était de simplifier les textes. En fait, on est passé de directives européennes. En fait, les directives avant, elles nécessitaient forcément une retranscription en droit national, alors que là, on est maintenant sur des règlements qui s'appliquent directement. Donc en fait, initialement, on avait 6 règlements européens, dont la Food Law, c'était le règlement fondateur, je vais en reparler, 178-2002. Et après, il y a des règlements spécifiques pour les exploitants du secteur alimentaire et d'autres pour les autorités compétentes. Donc au niveau des exploitants du secteur alimentaire, je vais surtout parler moi du 852-2004, qui concerne les règles d'hygiène pour toutes les denrées alimentaires, et le 853, qui est spécifique aux denrées alimentaires d'origine animale. Et il y a aussi un règlement vraiment spécifique sur l'alimentation animale. Au niveau des autorités compétentes, en fait, il y avait 2 règlements, mais il y a eu une modification. En fait, maintenant, il n'y en a plus qu'un seul, ça a été refondé donc, au niveau des contrôles officiels. Donc toujours dans l'idée d'harmoniser aussi les contrôles. Et donc, par rapport au paquet hygiène, ce qui est vraiment mis en avant, je l'ai déjà dit, c'est la responsabilité du producteur, l'obligation de résultat, même s'il subsiste quand même quelques obligations de moyens, et la mise en avant des guides des bonnes pratiques d'hygiène. Je vais passer sur la Food Law, donc je l'ai déjà dit, la création de l'EFSA, réseau d'alerte et avec la gestion des crises et les situations d'urgence, et 4 principes en fait, donc d'analyse des risques, principe de précaution, de transparence, d'innocuité, principe de base dans la Food Law, c'est aucune denrée n'est mise sur le marché si elle est dangereuse. Donc ça veut dire que même s'il n'y a pas de critères réglementaires, en fait, dès lors qu'il y a des contrôles qui mettent en évidence la dangerosité du produit, cette denrée ne doit pas être mise sur le marché. Les opérateurs sont responsables également. C'est la Food Law qui introduit aussi tout ce qui est traçabilité à toutes les étapes, donc de la production, de la transformation et de la distribution, et avec une obligation de gestion des non-conformités, donc c'est-à-dire définition des modalités de retrait, de rappel du marché, d'information auprès de l'administration en cas de défaillance. Les règlements 852-853, donc comme j'ai déjà dit, le 852, le champ, je l'ai déjà dit. Donc l'opérateur est responsable de l'hygiène de la denrée qu'il manipule
avec la mise en avant de l'obligation quand même de résultats. C'est dans ce règlement qu'a indiqué vraiment l'obligation d'enregistrement, voire d'agrément des établissements. Et au niveau des risques sanitaires, donc il y a 2 outils qui sont mis en avant. Donc les guides des bonnes pratiques d'hygiène, alors qui peuvent être plus ou moins poussés, on y reviendra, qui eux sont vraiment rédigés par les professionnels, mais ensuite validés par l'administration, alors soit au niveau national, soit au niveau européen. Ils sont recommandés pour tout type de production. Et ensuite, l'application des principes fondés sur le HACCP. Et là, en fait, c'est clairement écrit au niveau du règlement que l'application de ces principes doit être démontrée en tenant compte de la nature et de la taille de l'entreprise. Et par rapport à l'HACCP, la production primaire n'est pas concernée directement. On est sur voilà, des recommandations, des bonnes pratiques d'hygiène, mais on y reviendra pour la transformation à la ferme. On a quand même fait une fiche type HACCP pour la production du lait. Des exigences spécifiques donc, par secteur, la formation pour tous les opérateurs au niveau de l'hygiène alimentaire et pour un minimal responsable qualité, l'application des principes de la HACCP. Et c'est là qu'on retrouve dans ce règlement les critères microbiologiques et les exigences température à respecter. Et un principe très important dit de flexibilité, c'est-à-dire que le règlement prévoit des adaptations pour les produits à caractéristiques traditionnelles et les petites entreprises. Et en fait, ces mesures de flexibilité, c'est le principe qui est inscrit au niveau européen, mais après, en fait, leur définition, elle se fait dans chaque État membre. Voilà. Donc, par rapport, on a l'habitude de représenter en fait, les obligations du professionnel, hein, comme on l'a dit, c'est obligation de résultat. Et pour ça, il doit mettre en place un système qu'on appelle le plan de maîtrise sanitaire. C'est l'ensemble des mesures prises par l'établissement pour assurer l'hygiène, la sécurité sanitaire de ses produits vis-à-vis donc des dangers biologiques, physiques et chimiques. Alors, je reviendrai sur les notions de guide des bonnes pratiques d'hygiène, mais en gros, en fait, on représente ça sous la forme d'une pyramide, enfin, on représentait ça sous cette forme-là, pour dire qu'en fait, on a bien le socle de base à respecter avec les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication. Ensuite, le plan d'analyse des dangers type HACCP et nous, ce qu'on a défini comme analyse des risques au niveau de la production du lait. Et ensuite, après, les mesures, en cas de... Mais c'est vraiment en haut de la pyramide si on a un souci, en fait, des mesures par rapport à la gestion des non-conformités et la traçabilité qui doit être mise en place en amont. Voilà. Et donc, ce plan de maîtrise sanitaire peut être construit à partir de ce qu'on appelle les guides des bonnes pratiques d'hygiène. Donc, j'y reviendrai. On en avait un au niveau français, validé au niveau national, mais qui ne couvrait pas tous les étages, on va dire, de la pyramide de PMS. Et on en a réétabli un au niveau européen qui permet de couvrir tous les points du plan de maîtrise sanitaire. Voilà, donc, si on parle maintenant vraiment de l'application de la réglementation en France pour les producteurs laitiers fermiers. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend, nous, par production laitière fermière en France ? En fait, c'est défini dans le décret fromage. Donc normalement, dans les textes, c'est défini que pour les fromages, mais c'est valable par extension aussi pour les autres produits laitiers. Donc en fait, cette dénomination, elle est réservée à un fromage qui est fabriqué selon des techniques traditionnelles, donc par un producteur agricole, qui traite en fait que les laits de sa propre exploitation et donc sur le lieu de cette exploitation. Voilà. Après, il y a des débats, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aussi il y a la possibilité que l'affinage se fasse en dehors de l'exploitation, dans certains cas, puisque ça correspond aussi à des pratiques traditionnelles, notamment dans certaines AOP. Donc, quand on dit que le fabricant est responsable, donc ça veut dire que sa responsabilité civile et pénale est engagée. Et en cas de problème, il doit montrer que les conditions de sécurité sont remplies. Donc, par rapport à cette obligation de résultat, donc la maîtrise se fait grâce au plan de maîtrise sanitaire et ça
validation doit se faire par des contrôles et ensuite sa vérification également. Donc sur l'application du paquet hygiène en France, en fait, avant on avait une 60aine de textes nationaux, donc maintenant on n'a plus que quelques arrêtés, on va dire. Il faut savoir qu'en fait, donc ça, les arrêtés s'appliquent de manière directe, mais on a également ensuite ce qu'on appelle des notes de service de l'administration. Qui en fait ne sont pas des textes réglementaires, en fait c'est de l'interprétation de la réglementation, de la façon dont elle doit s'appliquer. Ça précise encore davantage en fait les arrêtés. Donc en France, en fait, au niveau des producteurs fermiers, on a 3 statuts, en fait selon les modes de distribution. Donc le premier cas, c'est ce qu'on appelle les vendeurs directs. Donc en fait, eux, ils commercialisent en fait 100% de leurs produits directement aux consommateurs. Donc c'est en direct. Et dans ce cas-là, ils doivent faire une déclaration en fait au niveau de l'administration. Ensuite, on a le cas donc de ce qu'on appelle de la dérogation à l'agrément sanitaire. Donc dans ces cas-là, en fait, il y a une vente qui est possible aux intermédiaires. C'est-à-dire donc pas que consommateurs, mais dans ce cas avec une distance et quantité limitée. Donc la distance c'est souvent 80 km, voire 200 sur certaines zones, on va dire, d'accès difficile. Et après les quantités, ça dépend des volumes sur la ferme. Et puis enfin, le dernier statut, c'est les établissements qui sont donc agréés, qui peuvent vendre sur tout le territoire européen, sans limite de volume ou de distance. Donc après, il y a des démarches donc différentes, et en fait, la différence essentielle, c'est le côté, on va dire, administratif, démarche administrative, entre les statuts, sachant que ceux qui sont en agrément doivent en fait formaliser un dossier d'agrément détaillé. Et en fait, on a travaillé avec l'administration pour avoir un dossier type. Alors, il existe ce qu'on appelle l'agrément général pour tous les établissements agroalimentaires. Et on a établi un dossier type d'agrément vraiment spécifique pour les producteurs laitiers fermiers. En gros, c'est aussi dans une idée de simplification administrative pour eux et adapté en fait à la taille de ces ateliers et en le basant, alors j'y reviendrai, sur ce fameux GBPH européen et avec la profession, donc la FNEC, FNPL, c'est la Fédération nationale des éleveurs de chèvres, producteurs de lait, donc en vache. On a établi un guide pour pouvoir le remplir et on propose aussi des formations pour pouvoir des formations auprès des conseillers, parce qu'on a pas mal de conseillers encore en France au niveau de la production fermière qui accompagnent les producteurs pour la mise en place de leur dossier d'agrément. Sinon, au niveau des différentes exigences, donc avant transformation, au niveau de la température, en fait, là, c'est directement au niveau européen. Si le lait n'est pas transformé dans les 2 heures après la traite, on a une exigence donc de 8 degrés si la transformation a lieu tous les jours, ou de 6 degrés si la transformation a lieu tous les 2 jours. Il y a des dérogations qui sont possibles auprès du préfet pour des raisons technologiques. C'est le cas notamment en Comté, où ils ont une dérogation à 12 degrés. Et après, donc, les exigences de température sur les produits, elles sont définies en fait dans un arrêté national à notre niveau. On y reviendra pour le lait cru destiné à la consommation en l'état. Là, le règlement européen le permet, mais en fait, les dispositions, elles sont définies dans les États membres qui souhaitent vendre du lait cru, parce que le règlement européen le permet, mais permet aussi qu'il y ait interdiction. Donc il y a certains pays du Nord, notamment la Suède ou la Norvège, où il n'y a pas possibilité, il y a une interdiction de vente de lait cru. Voilà. Mais en France, c'était une pratique et c'est encore autorisé.
Et donc là, il y a des exigences à respecter en termes de température. Là, bien sûr, 4 degrés. Mais par exemple, vous voyez, sur les fromages affinés, là, la température, elle est définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur. Et en fait, le GBPH sert aussi de référence par rapport à ces températures. Voilà, donc pour vendre du lait cru aux consommateurs, il y a quand même un certain nombre, il y a un arrêté spécifique avec des règles à respecter, une visite d'inspection, une demande d'autorisation à faire, et après des analyses, bien entendu, à réaliser sur le lait, j'y reviendrai. Par contre, aujourd'hui, il devait y avoir un décret pour toutes les questions d'étiquetage, mais aujourd'hui, ce décret n'est pas sorti, donc il n'y a pas vraiment d'obligation par rapport à ça. Cette fois, alors vous voyez la gerle là, dont on parlait tout à l'heure, l'utilisation des matériaux traditionnels. Donc, comme je vous ai dit, le règlement européen, il permet la possibilité d'avoir des mesures spécifiques pour des produits à caractéristiques traditionnelles, et c'était à définir au niveau de chaque État membre. Alors, vous voyez que même si en France, on est quand même un pays, je pense, assez traditionnel au niveau du fromage, il s'est passé 6 ans entre le paquet hygiène et l'obtention de cet arrêté, parce qu'il y a eu pas mal de discussions sur à partir de quand on pouvait ou pas autoriser l'utilisation de ces matériaux. Et au départ, il était question de refaire plein d'analyses, de prouver que ce n'était pas dangereux, etc. Et au final, après des discussions, etc., on a abouti en fait, quand il n'y a pas de problème sanitaire, l'utilisation de ces matériaux traditionnels est autorisée, et en particulier pour les produits laitiers fermiers qui peuvent y avoir accès, et aussi toutes les AOP. Voilà. Sachant que la dérogation, donc, elle s'applique pour les locaux, c'est-à-dire des murs, plafonds, portes qui ne sont pas constitués de matériaux lisses, étanches, non absorbants ou résistants à la corrosion. Et ça, c'est notamment pour tout ce qui est affinage, hein. C'est pas forcément dans les salles de fabrication. Et murs, plafonds et sols, donc d'origine géologique. Et puis, il y a aussi donc des dérogations pour les matériaux, équipements, emballages et conditionnement, avec des cuves de caillage ou de maturation en bois ou en cuivre, l'utilisation du bois pour les planches d'affinage, etc. Ensuite, je vous ai parlé donc de flexibilité également, qui était à définir au niveau de chaque État membre. Donc, en fait, en France, on a eu une première note de service en 2011, mais qui concernait que la filière laitière. Donc, avec pas mal aussi de discussions entre l'administration et la profession pour aboutir à cette note de service. Et aujourd'hui, en fait, depuis 2019, la note de service, en fait, on a une note de service flexibilité qui est transversale pour les différents secteurs, et une fiche qu'on appelle sectorielle, lait et produits laitiers. Et en fait, cette mesure de flexibilité, c'est pas que pour la production laitière fermière. En fait, elle s'applique en France aux ateliers qui transforment moins de 2 millions de litres de lait, ce qui correspond, je crois, à votre limite aussi pour la production fermière. Voilà. Et encore une fois, hein, comme j'ai déjà dit, c'est une note de service, donc ce n'est pas un texte réglementaire, mais c'est des instructions qui sont données aux inspecteurs par la DGAL, donc l'administration au niveau national, et qui a valeur de référence. Et qui est repris parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'au niveau des services de contrôle, il y a une volonté d'harmonisation, donc ils ont aussi ce qu'on appelle des vademecum. C'est des grilles d'inspection communes, en fait, et qui se basent sur la note de service flexibilité pour ce type d'atelier. Donc, voilà, donc en fait, la flexibilité, elle concerne les locaux, les équipements, les denrées, maîtrise des process, et tout ce qui est formation et personnel. Donc, je vais vous donner quelques exemples au niveau lait, produits laitiers. Donc, par exemple, au niveau des locaux, ça peut être des structures simplifiées, c'est-à-dire des locaux avec plusieurs fonctions, avec l'idée que la marche en avant, elle peut se faire dans le temps et pas forcément
voilà, au niveau des locaux, des structures qui peuvent être en bois, mais avec bien sûr des locaux en bon état, régulièrement entretenus. Alors, il y avait eu beaucoup de remontées du terrain parce qu'il y avait des non-conformités qui ressortaient au niveau des inspections, par exemple sur la corrosion qui pouvait être liée sur des radiateurs ou autres, et c'était noté comme une non-conformité importante. Et donc en fait, là, au niveau de la flexibilité, c'était noté que cette corrosion, elle reste un défaut mineur s'il n'y a pas de contact direct avec les produits ou qui ne sont pas au-dessus des produits. Au niveau du personnel, possibilité aussi alors bien sûr une tenue adaptée en transformation, mais qui est adaptée en fonction de l'activité, selon si on manipule des fromages nus ou bien affinés, on n'a pas la même exigence. Une formation à l'hygiène qui se fait alors pour les opérateurs, et sachant que là on a une formation au niveau du GBPH qui peut servir pour cette formation à l'hygiène. Au niveau des analyses aussi de lait, j'y reviendrai, des adaptations pour le lait matière première, avec la possibilité d'analyser d'autres germes que les germes totaux à 30 degrés pour avoir des indicateurs plus pertinents, notamment de critères d'hygiène du procédé. Au niveau du fonctionnement, alors ça c'est vrai surtout pour les petits ateliers, le principe de en fait, ce qu'on appelle nous le registre des anomalies, c'est-à-dire que par exemple, on ne va pas demander aux producteurs d'enregistrer les températures de chambre froide tous les jours si c'est bon, mais c'est seulement quand il y a un problème, en fait, de noter quand il y a un problème et l'action corrective qui est mise en place par rapport à ça. Au niveau des opérations de nettoyage, pareil que celles qui sont exceptionnelles, qui sont enregistrées. Le principe d'avoir des moisissures aussi dans les locaux si elles sont utiles pour la technologie. Et puis au niveau du plan de maîtrise sanitaire, donc la possibilité de fait de se baser sur le guide des bonnes pratiques d'hygiène validé, parce que ce guide, c'est pas juste des bonnes pratiques d'hygiène, hein, c'est ce que je vais vous représenter. Il y a aussi tous les principes HACCP, traçabilité, gestion des non-conformités. Pas de points critiques obligatoires, sachant qu'en lait cru, donc sauf la pasteurisation. Je reviendrai, enfin nous on fait vraiment la distinction, je ne sais pas à vous, entre vraiment CCP, PRP, PRPO, et on considère vraiment que la notion de CCP s'applique que pour la pasteurisation, et que du coup la maîtrise elle se base sur un ensemble de bonnes pratiques et de points clés à maîtriser sur tout le processus. Des plans de contrôle adaptés et puis des analyses d'environnement. Oui, parce qu'en fait, dans le règlement sur les critères microbiologiques au niveau européen, il y a les analyses d'environnement Listeria qui sont à effectuer. Donc là, pour les petits ateliers, elles sont à effectuer uniquement s'il y a des problèmes sanitaires. Donc ça, je l'ai déjà présenté. Je vais aller un peu plus loin. Donc en fait, quel que soit le statut dont je vous ai parlé, vente directe totale, dérogation à l'agrément ou agrément, il y a vraiment l'obligation de mettre en place ce plan de maîtrise sanitaire. Une application volontaire, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement recommandé de se baser sur le GBPH, parce que en fait, s'ils n'appliquent pas le GBPH, ils devront mettre en place une analyse type HACCP classique et donc reprouver en fait l'efficacité de toutes les mesures mises en place, alors que le GBPH, comme il est déjà validé par les 28 États membres, plus au niveau de la Commission européenne, il n'y a pas ce travail de revalidation à faire. Voilà. Donc, et on a au niveau du dossier d'agrément, ce que je disais, la démarche type HACCP qui est reprise et il est conseillé de faire référence au GBPH. Donc, oh là là, ouais, ok. Donc, le guide des bonnes pratiques d'hygiène, c'est un document qui est rédigé par les professionnels et qui est validé par les pouvoirs publics. Donc, il a vraiment une référence, vraiment valeur de référence réglementaire pour la maîtrise sanitaire. Et ce guide a été validé par chacun des 28 États membres.
Donc en fait, il est pris en considération par les administrations en cas de contrôle. Donc ce guide, il a été réalisé au sein d'un réseau qu'on appelle FACE Network, réseau européen des fermiers et des artisans laitiers. Donc moi j'étais présente au niveau de la rédaction de ce guide, au niveau de l'Institut de l'élevage et avec la FNEC au niveau français. Et donc on avait toute une équipe européenne de producteurs et de techniciens, et on a été financé par la Commission européenne pour faire ce guide. Et donc il est reconnu officiellement au niveau européen. Et même si je vous ai dit que la flexibilité était à définir au niveau de chaque État membre, on a des exemples pratiques en fait de flexibilité dans ce guide et d'adaptation qui peuvent être prises dans chacun des États. Donc le guide, en fait, il s'adresse aux producteurs laitiers fermiers en France, mais pas que, aussi aux artisans, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau européen, on n'a pas de... déjà, on n'avait pas d'équivalent de définition en production laitière fermière. Dans les autres pays, souvent, c'est plutôt artisan avec collecte de lait de voisins, etc. Donc on est sur une définition plus large au niveau de ce guide. Donc pour faire ce guide, on a vraiment retenu les principes de la norme ISO 22000, donc avec les prérequis, donc les PRP, les procédures fondées sur la HACCP et tout ce qui est traçabilité, système de retrait-rappel, et aussi les notions de vérification de l'efficacité avec les autocontrôles et les enregistrements. Donc le guide, en fait, il reprend tous les points du plan de maîtrise sanitaire, avec les bonnes pratiques d'hygiène là, que vous voyez répertoriées, les bonnes pratiques de fabrication. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'HACCP au niveau de la production primaire, mais en fait, on a rédigé la fiche production du lait de la même façon que les autres fiches sur les produits type HACCP, parce qu'on considère, on l'a cru, de toute façon, la maîtrise, elle se fait dès la production, donc c'est très important de l'intégrer. Ensuite, donc la traçabilité, procédure d'autocontrôle, la gestion des non-conformités et l'analyse des dangers tels là qui indiquent les dangers qui ont été retenus. Voilà. Donc en fait, c'est un guide, c'est un document de référence. Après, les producteurs doivent l'utiliser en le personnalisant ou en se basant sur ses recommandations selon les différentes parties du guide. Donc, ils doivent retenir donc, les documents du guide qui concernent, personnaliser, procéder aux enregistrements. Donc, le guide ne fournit pas de modèle directement. Vérifier l'efficacité de ce PMS par des autocontrôles et le mettre à jour. Alors ça, je vais passer vite. Ce sont des exemples sur les différentes parties. Juste pour vous dire que sur ce qui est... principe de l'HACCP, on a bien respecté ces principes, sauf qu'en fait, l'analyse des dangers, là, elle a été collective, c'est-à-dire qu'on a vraiment retenu des dangers en fonction de leur prévalence et de leur gravité au niveau collectif, au niveau du guide. Et après, en fait, au niveau de chaque fiche, on a identifié les étapes où les dangers peuvent survenir. Ça correspond au niveau de notre guide à une colonne « Pourquoi faut-il être vigilant ?» Et en face, on a les mesures de maîtrise appropriées qui relèvent soit des prérequis, PRP avec les bonnes pratiques d'hygiène de fabrication, ou les PRPO avec des mesures ciblées par rapport des mesures ciblées mais avec un ensemble de mesures, et les CCP, comme je vous l'ai déjà dit, la pasteurisation considérée comme un CCP, et dans ce cas-là, définition de limites critiques, de mesures correctives sur le produit obligatoirement et sur le procédé. Je vais passer vite. Donc, en fait, on présente ça pour bien expliquer les différences entre PRP, PRPO et CCP. Donc, les PRP, en fait, c'est les bonnes pratiques à mettre en place avant même d'analyser les dangers. Donc, ce n'est pas des mesures ciblées, contrairement aux PRPO. Elles sont essentielles, elles ciblées sur un ou plusieurs dangers, mais elles ne garantissent pas elles seules à l'étape considérée la maîtrise du danger. Donc, c'est vraiment un ensemble de mesures tout au long de la production, de la fabrication. Je peux donner un exemple en production du lait, par exemple. Moi, j'ai tendance à dire, par rapport au danger Listeria, par exemple, une étape très importante au niveau de la production du lait, ça va être la maîtrise, si on est en ensilage, la maîtrise de la confection des ensilages. Ça, je considère ça, de façon très importante.
Et de la même façon, en fabrication, en technologie lactique, notamment, l'acidification, elle va être essentielle par rapport à la maîtrise des staphylocoques. Et donc là, c'est un PRPO, mais ça ne va pas garantir, ce n'est pas parce qu'on a la bonne acidité qu'on ne va pas avoir de staphylocoque. Contrairement au CCP, où là, si on a vraiment maîtrise du CCP, on maîtrise le danger qui est visé. Par contre, donc, en pasteurisation bien conduite, elle va détruire tous les germes potentiellement pathogènes. Mais inversement, si c'est mal conduit, donc si on dérive au niveau du CCP, si on ne respecte pas les limites, etc., on a un risque d'apparition du danger. Et donc là, c'est action corrective obligatoire sur le produit. Voilà, bon, ça c'est un exemple, vous pouvez regarder suite à ma présentation, parce que je crois que vous avez les documents. Ça c'est comment se présentent en fait les fiches type HACCP. Et donc là, le producteur doit personnaliser vraiment les fiches avec ses propres pratiques, en choisissant les moyens de surveillance selon sa situation. Voilà, et ce qu'il fait réellement, c'est vraiment important. Voilà. Et donc ensuite, on a des mesures pour... il faut valider ça avec, bien sûr, des autocontrôles, sachant que les autocontrôles, ils passent bien sûr par des analyses microbiologiques, mais aussi tout ce que fait l'éleveur, enfin le transformateur aussi au quotidien, en termes de surveillance, de quotidien et de routine qui sont aussi à prendre en compte. Donc ensuite, au niveau des plans d'autocontrôle, donc en production fermière, donc on doit définir en fait la fréquence et bien sûr exploiter les résultats et en cas de non-conformité mettre en place des mesures correctives. Donc dans le dossier d'agrément, en fait, les producteurs doivent présenter leur plan d'autocontrôle de cette façon, en incluant bien sûr tous les produits, avec des critères qui sont au minimum ceux de la réglementation, mais il peut y en avoir d'autres. Des fréquences d'analyse qui sont de la responsabilité des producteurs, sauf sur des points réglementaires comme les analyses de matières premières. Avec les mesures de flexibilité, c'est à minima une fois par trimestre. Donc des analyses en nombre suffisant, régulièrement réparties, et bien sûr des résultats qui sont disponibles et qu'on puisse avoir accès aisément en cas de non-conformité. Et un plan d'autocontrôle en routine et qui doit être validé. Et s'il y a un problème, bien sûr, revoir ces fréquences et ce plan d'échantillonnage. Donc nous, au niveau des critères microbiologiques à prendre en compte, du coup, je m'arrêterai plus sur cette diapo et je passerai très vite sur celle suivante. En fait, on distingue au niveau réglementaire les critères dits de sécurité, c'est-à-dire que, en fait, eux, s'ils ne sont pas respectés, c'est que derrière, il y aura un problème potentiel au niveau santé humaine. Des critères dits d'hygiène de procédé, qui, eux, en fait, traduisent plutôt l'acceptabilité du fonctionnement du procédé de production, et donc ils ne s'appliquent pas forcément aux produits directement mis sur le marché, contrairement aux critères de sécurité. Et donc, dans ce cas-là, s'il y a des passements, il y a des mesures correctives qui sont destinées à maintenir l'hygiène du procédé, alors que quand on ne respecte pas les critères de sécurité, il y a les actions correctives, bien sûr, à mettre en place, mais aussi toutes les mesures de retrait-rappel. Alors, au niveau des critères de sécurité, donc, on a Listeria monocytogenes, Salmonella et les entérotoxines de staphylocoque. Mais comme je vous l'ai dit, dans la food law, en fait, on ne doit pas mettre sur le marché de produits potentiellement dangereux. Donc nous, de plus en plus, il y a aussi des analyses, alors pas chez les petits producteurs fermiers, mais par rapport à la problématique des STEC, là. Et de fait, s'il y a présence, il y a aussi des mesures de retrait-rappel. Sur les critères d'hygiène du procédé, donc on a staphylocoque à coagulase positif et Escherichia coli, mais on ne l'a plus sur les fromages ou les crus, mais c'est recommandé. Et les entérobactéries sur certains produits liquides pasteurisés. En fait, je sais que vous, au niveau au niveau des staphylocoques, c'est un peu différent. En fait, comme je vous ai dit, on a quand même des notes de service aussi au niveau national. Et en fait, en France, on a une note de service de gestion des alertes. Et même si les staphylocoques ne sont pas un critère de sécurité directement, si on est supérieur à 1 million, donc c'est quand même important, là, il y a quand même, on se considère quand même que le produit est dangereux. Voilà.
Par contre, sinon, en fait, ce qui est fait, c'est que pour les analyses de staphylocoque, si on est supérieur à 100 000, c'est là qu'on déclenche en fait la recherche des entérotoxines. Et s'il y a présence d'entérotoxines, c'est là qu'on est dans le cas de non-conformité par rapport aux critères de sécurité. Voilà. Et sur les laits matières premières, donc au niveau de ce qui est réglementaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est germes totaux, et puis en bovin, les cellules somatiques, où ils peuvent choisir donc les producteurs un critère d'hygiène plus pertinent. Donc les prélèvements de surface d'environnement, j'en ai déjà parlé. Et donc je vais passer vite sur tout ça. Donc nous, on a des méthodes officielles. Le minimum statistique nécessaire, c'est n égale 5. Mais il y a la possibilité de diminuer en fait jusqu'à n égale 1. On préfère en fait qu'il y ait plus fréquemment d'analyse au niveau des petits ateliers, quitte à, en fait, quand on dit n égale 1, ça peut être du mélange de plusieurs échantillons de différents fromages. On préfère ça plutôt que de faire du n égale 5 et moins souvent. Voilà. Et par contre, on a le droit de faire ça si on a déjà un historique d'analyse qui valide bien voilà, la sécurité des produits. Donc ça, je vais passer. Sur quoi ? Alors, en fait, normalement, c'est les critères d'hygiène du procédé, surtout. Voilà. Donc, en fait, comme je vous l'ai déjà dit, sur les critères de sécurité, si le résultat n'est pas satisfaisant, donc il y a bien entendu l'information des services vétérinaires, le retrait-rappel et les actions correctives. Et quand on est sur des critères d'hygiène de procédé, là, on va être sur de l'action corrective au niveau produit et procédé. Et bien sûr, suivre en préventif l'évolution des résultats et même si le seuil n'est pas dépassé, c'est réagir avant que le problème n'arrive. Bon, ça, je l'ai déjà dit. La traçabilité, donc, il doit y avoir obligation de traçabilité. Avec identification des lots. Par contre, tout ce que je vous ai déjà dit, il n'y a pas d'obligation de moyens. Ça, c'est de la responsabilité du producteur au niveau de la taille de son lot. Mais il n'a pas intérêt à avoir une taille de lot trop importante parce que s'il y a un problème sanitaire, en fait, on détruit tout. Donc, c'est en général un argument assez important pour définir cette traçabilité. Mais tout ce qui va être moyen de séparation, d'identification, c'est bien de sa responsabilité. Donc, il y a une obligation de traçabilité amont et aval. La traçabilité interne, elle n'est pas inscrite réglementairement, mais elle est vraiment recommandée. Voilà. Et donc, je vous ai remis là, nous, ce qui est demandé en cas de non-conformité sur un critère de sécurité. Donc on distingue en fait deux cas selon si le lot il est encore en fait sous le contrôle de l'exploitant, savoir s'il est déjà sorti ou pas de l'atelier. Et donc l'idée que s'il n'a pas été commercialisé, il faut bien entendu empêcher l'exposition au danger par les produits contaminés aux consommateurs. Et s'ils ont déjà été commercialisés, cesser cette exposition. Et donc, on a une évaluation de la situation, information bien sûr des autorités compétentes et des actions à mettre en œuvre par rapport à ça. Bloquer, isoler les produits non conformes, destruction des lots, des analyses complémentaires, etc. Jusqu'à donc définition d'un plan d'action au niveau des analyses à effectuer sur les lots avant, après, l'environnement, actions correctives, l'enregistrement des actions mises en place, l'arrêt de la commercialisation le temps de la crise des lots concernés, et puis après une procédure qui définit la sortie d'alerte. Donc tout ça doit être prévu en amont, bien entendu, d'un problème sanitaire et documenté dans le plan, j'ai fini, dans le plan de maîtrise sanitaire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Cécile. On a squeezé un petit peu nos questions, là. J'ai vu une question en ligne. Suzanne, je crois, demandait comment on peut nettoyer les structures en bois. Je vais me remettre sur la bonne fenêtre, là, pardon, juste pour la lire comme il faut. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais il y a des procédures qui ont été bien établies, notamment par la filière Roblochon.
Et en fait, c'est moi qui étais responsable de la rédaction de cette fiche au niveau du guide des bonnes pratiques d'hygiène. Et on a repris leurs pratiques validées d'ailleurs au niveau local par l'administration et qu'on a bien mises au niveau du guide. Et donc, qui peuvent être reprises. Je peux envoyer, si vous voulez, le guide. Le guide, il est ça pose la question. Il est sur Internet. OK.